Je voudrais commencer par remercier Jacques Matteux pour la qualité de l'organisation de ces deux journées, le remercier lui et ses collaborateurs. Vous remercier également toutes et tous pour la qualité du silence et de l'écoute que nous percevons depuis ce matin. Je vais essayer moi aussi donc de prolonger les réflexions qui vous ont déjà été proposées. Sur ce sujet, vous disiez ce matin, pas toujours très drôle, même si un auteur qui a compté pour moi, Louis-Vincent Thomas, qui a fondé d'ailleurs la Société de thanatologie en 1966, aimait à dire « Je suis un thanatologue heureux ». Et il ne voyait là pas d'incompatibilité. Alors, s'intéresser à la mort, étudier la mort, c'est bien sûr, nous le voyons depuis ce matin, se préoccuper de quelque chose d'universel dans la condition humaine, mais nous le voyons aussi depuis ce matin, notamment lorsque l'on prend le recul de l'ailleurs ou le recul du passé. Cette universalité n'est pas incompatible avec une part importante de relativité. Et de même que pour ce qui est du rapport au corps, pour ce qui est du rapport à nos sens, pour ce qui est du rapport à la sexualité, qui sont également des universaux, de même que pour ces questions-là, elles aussi susceptibles de variation. On sait que Marcel Mauss expliquait que les techniques du corps varient selon les sociétés. Alain Corbin explique que l'odorat varie selon les époques. Eh bien, de même, le rapport à la mort peut considérablement varier selon les sociétés, selon les époques, et les significations que l'on accorde à la mort, les attitudes par rapport à la mort, ce que l'on fait ou ne fait pas, les rituels, le traitement du corps, tout cela est très variable, mais en général varie avec une certaine pesanteur, varie sur la longue durée. Et c'est la raison pour laquelle les grands historiens de la mort, Philippe Ariès, Michel Vauvel, ont adopté une perspective précisément de la longue durée qui nous fait comprendre les changements intervenus à ce sujet depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. C'est le cas des deux historiens que je viens de citer. Ce qui me paraît propre alors à notre époque, c'est que les changements sont beaucoup plus rapides et que nous les vivons et que pour peu que nous avancions un peu en âge, nous sommes susceptibles de comparer des situations qui évoluent parfois rapidement. Il me semble que la question clé posée par ces deux journées, par ces assises, c'est, somme toute, comment partir lorsque l'on part pour ne plus revenir. Il y a bien sûr à cette question centrale une diversité de réponses que l'on peut apporter et nous essayons de les détailler depuis ce matin. Mais il me semble que pour nous, et sans doute pas seulement pour nous, il y a une réponse à cette question de fond qui paraît aller de soi, mais qu'il convient sans doute d'interroger. Cette réponse qui semble aller de soi, c'est s'il faut partir, autant partir le plus tard possible. Et il me semble que s'il y a un point d'accord et un point de persévérance collective, disons, ce matin on évoquait les évolutions depuis le XVIIIe siècle. Si l'on reprend un peu cette périodisation, depuis le XVIIIe siècle, ce qui est très frappant, c'est la conjugaison d'efforts persévérants pour faire en sorte que
nous partions définitivement le plus tard possible pour faire en sorte que l'espérance de vie augmente et pour faire en sorte, somme toute, de faire reculer la mort. Et de ce point de vue-là, de nombreuses activités sociales concourent à obtenir un résultat tout de même, à l'échelle des siècles, tout à fait spectaculaire. Parmi ces activités, l'agriculture, les transports, le développement de l'hygiène, et puis tout ce que nous avons connu aussi ensuite quant à la mise au point de vaccins, à partir du vaccin de Jenner en 1797 jusqu'à des vaccins plus récents, ainsi que toutes les performances médicales qui permettent d'obtenir ce résultat tout de même très impressionnant, puisqu'on est face à une espérance de vie qui, en un peu plus de 2 siècles, a grosso modo triplé dans les pays les plus développés. Cet effort collectif, bien sûr, représente un succès considérable dans la promotion de la vie, un succès d'autant plus considérable que nous sommes dans des sociétés par ailleurs très divisées et par ailleurs très conflictuelles. Et il me semble que dans ces sociétés divisées, c'est un des rares consensus sur lesquels nous pouvons collectivement nous appuyer. Il me semble qu'on en a encore eu une illustration très récente. Beaucoup d'entre vous, je pense, ont écouté hier le président de la République. Vous savez que depuis son élection, il doit faire face à des contestations de nature diverses et multiples. Ce qu'il a cherché hier, je n'ai pas eu le temps de voir si les commentateurs ont insisté sur ce point, mais ça m'a semblé tout à fait frappant. Ce qu'il a cherché hier, c'est à retrouver un élan à partir de la lutte contre la mort, à partir de la promotion de la vie et de la santé. Et il a prononcé à un moment le terme d'union sacrée. Il me semble que cette manière de présenter les choses fait bien sûr le parallèle entre ce qui se passe et puis une guerre qu'il faut mener pour promouvoir la vie et pour défendre la santé du plus grand nombre. Ces succès remportés depuis 2 siècles dans la lutte contre la mort permettent certes de la tenir de plus en plus à distance. Mais paradoxalement, ces succès finissent par poser un problème lié à cette mise à distance. Et il me semble que soulever cette question-là est un point commun à de nombreux travaux qui se développent depuis la seconde moitié du XXe siècle et qui mettent l'accent sur un certain nombre d'évolutions sociétales qui nous conduisent à ne plus assumer la mort comme on le faisait dans le passé, et donc peut-être à être moins bien armés lorsqu'elle survient. Je voudrais peut-être commencer par évoquer assez rapidement cet ensemble d'études dans les sciences humaines et sociales qui se sont portées sur la question du rapport à la mort. Et puis, dans un deuxième temps, j'aimerais évoquer ce que l'on pourrait considérer comme un prolongement de ces études. Ont-elles causé l'évolution ultérieure ou sont-elles un des nombreux facteurs qui y a contribué? Toujours est-il qu'il me semble qu'au début des années 1980, on assiste à un retour de la mort dans le débat public, mais un retour sous une forme assez particulière et assez conflictuelle. Un retour donc que je voudrais évoquer dans un deuxième temps, avant, dans un troisième temps, de poser la question que j'avais annoncée.
y a-t-il aujourd'hui un militantisme de la mort et en quoi consiste-t-il? Pour ce qui concerne le premier point, les travaux qui sont apparus dans la seconde moitié du XXe siècle et qui se sont multipliés sur la question du rapport à la mort. Bien sûr, il y a un pionnier parmi tous ces fondateurs que nous aurons la chance d'entendre demain, Edgar Morin, qui publie L'homme et la mort dès 1951. Donc on peut relever la longévité scientifique de cette personnalité que nous aurons la chance d'entendre demain. À sa suite, je reviendrai tout à l'heure un peu sur Edgar Morin, à sa suite, tout un ensemble d'auteurs de différents pays consacrent leurs travaux à ce sujet du rapport à la mort. Et il me semble que cet intérêt pour ces sujets dans les sciences humaines et sociales est lié à l'impression et à la dénonciation d'une rupture fondamentale qui serait en train de s'opérer au cours de la seconde moitié du XXe siècle, d'une rupture, disons, pour dire les choses très, très simplement et succinctement, qui consiste en ce qu'une dimension fondamentale de la nature humaine se trouve mise à l'écart de la conscience individuelle et collective dans une large mesure. Et c'est cette tendance-là, me semble-t-il, qui est interrogée par tout un ensemble de travaux qui émergent alors et qui restent des références importantes dans la réflexion contemporaine sur le rapport à la mort. Alors, je ne vais pas passer tous ces travaux en revue, simplement vous en donner quelques exemples qui me paraissent particulièrement significatifs. Peut-être le premier exemple, c'est celui d'un sociologue britannique qui s'appelle Geoffrey Gorer, qui publie un article au titre provocateur et significatif, Pornography of Death, la pornographie de la mort. On parlait ce matin de l'obscénité de la mort, c'est la même thématique. Et Gorer nous dit que dans son pays, depuis la fin du XIXe siècle, les choses ont complètement changé. Si à l'époque victorienne, c'était le sexe qui était tabou et considéré comme ne devant pas être montré en public, c'est dans la seconde moitié du XXe siècle, nous dit Geoffrey Gorer, c'est la mort qui est devenue obscène, qui est devenue pornographique, qui est devenue tabou. Pour reprendre des auteurs appartenant à un autre pays et à un autre continent, je voudrais rapidement me référer à deux sociologues interactionnistes, Anselm Strauss et Barney Glaser, qui publient un ouvrage dans les années 1960 intitulé Awareness of Dying, ouvrage qui n'a pas été traduit en français entièrement, mais dont on peut trouver des extraits importants dans un livre consacré à Anselm Strauss et qui s'appelle La trame de la négociation. Ces deux sociologues ont travaillé à l'hôpital. Donc, se sont intéressés à ce qui se passe dans les hôpitaux américains au début des années 1960, lorsque les gens vont mourir, et en particulier aux interactions entre les mourants, leurs proches et les soignants. Et à partir de leurs nombreuses observations, ils élaborent une typologie des différentes formes de conscience face à la mort. Alors, il y a 4 types principaux. Une typologie qui, en elle-même, est intéressante. Parce que, donc, pour ces gens qui vont mourir, il y a 4 possibilités. Conscience ouverte, donc ils savent.
qu'ils vont mourir et ils adaptent leur comportement en fonction de cela. À l'opposé, conscience fermée. La personne ne se doute absolument pas qu'elle va mourir. Mais ce qui est le plus intéressant, ce sont les formes intermédiaires. Il y a d'une part un type qu'ils appellent conscience suspicieuse. Alors là, c'est la situation de quelqu'un qui va mourir, mais à qui on ne le dit pas et qui passe l'essentiel de son énergie psychique à directement ou indirectement collecter les signes qui lui permettraient de se faire une idée sur son état véritable. Donc une sorte d'intranquillité à la veille de la mort qui tout de même est problématique. Le quatrième type étant peut-être le plus problématique de tous encore, c'est celui que Strauss et Glaser appellent conscience feinte mutuelle. Conscience feinte mutuelle. Alors c'est une situation où chacun sait très bien ce qu'il en est. Le mourant sait qu'il va mourir, les proches savent qu'il va mourir, les soignants le savent également. Mais personne ne le dit et tout le monde fait semblant de ne rien savoir, ce qui bien sûr pose un problème de fond parce que dans les réflexions depuis très longtemps, on considère que la mort c'est un moment de vérité. C'est un moment où des choses essentielles sont dites et où une communication véritablement authentique peut s'instaurer. Or là, on n'est pas du tout dans une semblable situation. On est dans une espèce de faire semblant, alors pour des raisons très honorables. Les médecins ne veulent pas, ou les soignants ne veulent pas saper le moral de leurs patients. Lorsque une infirmière est interrogée, par exemple, par un mourant, est-ce que je vais mourir? Mais continuez à vous battre. Enfin, vous voyez le type de réponse. De même, les soignants et les proches peut-être aussi craignent qu'une personne qui sait ce qu'il en est puisse devenir incontrôlable, puisse avoir des réactions difficiles à maîtriser, que ce soit le désespoir, que ce soit des attitudes qui sont susceptibles de troubler le caractère paisible du service. Donc il me semble que là on a une analyse qui alerte sur une situation qui, alors j'y reviendrai tout à l'heure, a évolué fort heureusement depuis. Il n'empêche que dans les années 1960, c'est la révélation là d'une situation très problématique bien sûr. Et on sait par exemple ce que l'historien Philippe Ariès doit à la lecture de Strauss et Glaser. Alors Ariès, lisant ces sociologues et puis menant des travaux considérables sur l'évolution du rapport à la mort du Moyen-Âge à nos jours, lui aussi essayant de mettre en évidence et de construire un certain nombre de modèles susceptibles de rendre compte des changements observés, Ariès oppose en particulier deux modèle, celui de la mort apprivoisée, il appelle ça la mort apprivoisée, c'est-à-dire c'est ce qui prévalait au Moyen-Âge lorsque la mort était extrêmement fréquente. On l'a évoqué déjà tout à l'heure, il y avait des mortalités considérables et puis une démographie en dents de scie. Donc la mort était quelque chose qui ne surprenait pas. Quelque chose qu'on avait intégré dans la conscience individuelle et collective, quelque chose à quoi on s'attendait. Et c'est pour cela qu'il appelle ce modèle-là la mort apprivoisée. Et il l'oppose à ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui se passe aujourd'hui, il l'appelle la mort inversée ou la mort ensauvagée. C'est-à-dire une mort qui n'est plus encadrée,
par tous ces rituels, par toutes ces significations qui étaient familières et qui permettaient de continuer à vivre même lorsqu'elles frappaient. Alors, je ne vais pas multiplier les exemples. Nous avons déjà parlé de la solitude des mourants. C'est le titre d'un ouvrage de Norbert Elias, le sociologue allemand Norbert Elias, qui insiste là aussi sur cette rupture entre une situation traditionnelle où on meurt entouré des siens et une situation plus actuelle où bien souvent on meurt seul, ce qui bien sûr rajoute au problème que constitue l'irruption de la mort. Donc vous le voyez, vous avez tout un ensemble d'auteurs. Alors tout à l'heure je parlais de Louis-Vincent Thomas. Lui avait l'habitude d'opposer la mort africaine. Il a vécu longtemps en Afrique de l'Ouest. Il a enseigné à Dakar en particulier. Et donc, il a vu la manière dont les populations faisaient avec la vie et avec la mort. Et il considère qu'en Afrique de l'Ouest, là aussi, la mort, tout comme dans le passé, est quelque chose qui ne surprend pas, quelque chose avec quoi les populations sont amenées à faire. Et donc, lorsque la mort survient, les populations savent quoi faire, la personne est entourée, etc. Donc il oppose cette mort traditionnelle africaine à la mort occidentale, qui est au contraire une situation qui... Alors le terme de tabou de la mort a pu être contesté, mais Louis-Vincent Thomas nous dit plus simplement tout ce qui touche à la mort dans nos sociétés gêne ou embarrasse. Il y a là une difficulté. D'autres auteurs vont dans le même sens. Jean Ziegler, le grand sociologue suisse, lui oppose la mort au Brésil et la mort occidentale, mais avec cette même idée que d'un côté on assume un aspect fondamental de la condition humaine, alors que d'un autre côté, on ne l'assume pas pour privilégier, cela vient d'être rappelé tout à l'heure, tout ce qui permet de s'étendre, tout ce qui permet d'accumuler, tout ce qui permet de positiver. Là, ce que l'on peut, somme toute, tirer de toutes ces recherches convergentes, alors j'évoquais différents pays, différentes disciplines aussi, puisqu'il y a des historiens, il y a des sociologues, il y a des littéraires, il y a des artistes, il y a donc des anthropologues, il y a des disciplines très, très différentes. Mais dans toutes ces approches et dans un certain nombre d'autres encore, le rejet contemporain de la mort apparaît comme une exception anthropologique, quelque chose qui nous singularise par rapport à ce qui se passe dans de nombreuses cultures et dans de nombreuses autres sociétés et par rapport à ce qui se passait dans le passé. Et il y aurait donc dans nos sociétés une tendance à vouloir prolonger la vie à tout prix, une tendance à privilégier la performance et notamment la performance quantitative, quitte à ce que cette performance débouche, pour des raisons que nous avons évoquées ce matin, avec la dissociation des différents critères de la mort et le critère de mort cérébrale qui prévaut, avec les progrès aussi considérables de la réanimation. Donc tout cela peut déboucher sur une fin de vie pénible et prolongée. Une fin de vie qui conduit à ce qui est souvent appelé acharnement thérapeutique. Donc il s'agit de maintenir la vie le plus longtemps possible. Et lorsqu'on n'y arrive plus, on feint la surprise. Même dans les milieux médicaux, souvent, c'est le cas, puisque finalement, les soignants sont censés guérir ou au moins gérer une situation qui menace l'existence. Lorsqu'ils n'y parviennent pas, la tendance est grande de présenter ce qui arrive comme la suite de complications imprévues. Donc on a dans toutes ces attitudes-là
l'idée d'une mort qui est non plus nécessaire, comme nous le disaient les philosophes depuis l'Antiquité, mais qui est assimilée à un accident. Donc quelque chose qui aurait dû être évité. Alors le problème aussi que soulèvent toutes ces études, c'est que quand la mort finit tout de même par survenir, faute de la circonscrire, elle peut devenir envahissante. Et il peut y avoir toute une série de conséquences, deuil pathologique et tout ce que l'on peut imaginer résultant de cette incapacité à prendre en compte une dimension incontournable de l'existence humaine. Donc on est là, nous disent toutes ces études de sciences humaines et sociales de la seconde moitié du XXe siècle, dans une situation paradoxale, à la fois d'effacement de la mort et d'omniprésence de la mort, puisque ce que l'on refoule, c'est bien connu, revient. Et il suffit de regarder les alertes avec les différents moyens de communication contemporains pour voir que beaucoup concernent la possibilité d'un retour de la mort. Donc on a des auteurs que on peut considérer comme des fondateurs qui développent là toute une critique à travers donc leur recherche. Deuxième point que je voulais évoquer, c'est l'apparition de ce que l'on peut considérer comme un mouvement social, ou plus précisément de ce que j'appellerais un double mouvement social. Alors, mouvement social, dans quelle mesure est-il dû à ces travaux que je viens d'évoquer? C'est difficile à dire. Peut-être, en tout cas, ont-ils contribué à son émergence et à son développement. En tout cas, lorsque on assiste, par exemple, à des congrès sur la fin de vie, on voit combien les références que je viens d'évoquer restent importantes. Alors, double mouvement social qui a pour résultat une montée en puissance depuis les années 1980 de la question de la mort dans le débat public. Et cette montée en puissance qui suscite la réflexion s'effectue aussi d'une manière conflictuelle, d'une manière contradictoire, entre deux positions qui se présentent ou qui sont présentées volontiers comme divergentes. Première position, nous en avons déjà parlé ce matin, la promotion des soins palliatifs. La Société française d'accompagnement et de soins palliatifs a été créée en 1984. Vous le savez, les soins palliatifs s'efforcent de soulager la douleur pour améliorer non plus seulement la quantité de vie, mais la qualité de la vie au cours de la dernière étape de l'existence. Il me semble qu'il s'agit là d'une réorientation majeure de l'activité soignante. Parce que l'activité soignante, à partir de là, ne vise plus seulement à guérir, mais vise à continuer à prendre en charge le patient, et cela jusqu'à la fin. Alors, dans un premier temps, dans des unités de soins palliatifs, puis via des équipes mobiles de soins palliatifs qui sont susceptibles de tourner dans différents services hospitaliers. Il me semble que le problème qui est aujourd'hui posé, c'est le problème des soins palliatifs à domicile. Et vous avez sans doute entendu parler de la possibilité de prescrire le midazolam, donc cette molécule qui est utilisée dans les unités de soins palliatifs, également au domicile des patients. Il y a bien sûr le problème de la prescription, mais c'est pas si simple. Après, il y a le problème de mise en œuvre. Lorsqu'on regarde ce qui se fait dans les services de soins palliatifs, et je citais là une ancienne doctorante, maintenant docteur, qui avait consacré sa thèse à ce sujet, eh bien, elle a pu observer combien les précautions prises étaient grandes.
combien, lorsqu'il s'agit d'utiliser ce type de médicaments, il convient, c'est pas le genre de choses qu'on administre de manière systématique. Il faut travailler au cas par cas et avec un grand souci des effets de ce que l'on utilise. Ce qui se fait dans les services de soins palliatifs, comment est-ce que cela pourra se faire à domicile? La question reste encore très largement ouverte. Il y a un second mouvement aussi, bien sûr, qui se développe en France, là aussi à partir des années 1980, et le développement est à peu près parallèle. Alors, à la fin des années 1970 est créée en France une association pour le droit de mourir dans la dignité, ADMD, qui tient d'ailleurs son second congrès en 1984, lequel second congrès, parallèlement à l'émergence de l'ASFAP, montre la structuration ici de référence et d'un mouvement social qui promeut l'euthanasie volontaire et l'aide au suicide à partir d'un certain nombre d'arguments récurrents. D'abord, l'argument de la dignité, Association pour le droit de mourir dans la dignité, puis argument de la liberté individuelle, et puis argument de l'autonomie de la personne en fin de vie. Alors, bien sûr, ces arguments sont réversibles. La dignité, est-ce que c'est la dignité qui est essentielle à tout être humain, quelle que soit sa condition physique, quelle que soit sa dégradation, quel que soit l'état de ses capacités? Ou est-ce que la dignité, ça peut être une manière de faire prévaloir des normes sociales. Et puis, lorsque on n'est plus suffisamment performant, plus suffisamment beau, plus suffisamment en phase avec les normes sociales, on se verrait critiquer la possibilité même de poursuivre son existence. La liberté aussi, bien sûr, c'est réversible. Parce que la liberté, c'est aussi la liberté de changer d'avis. Et il nous a été dit ce matin qu'à l'approche de la mort, chacun d'entre nous peut avoir des réactions qu'il n'avait pas anticipées. Et puis, l'autonomie aussi, c'est quelque chose qui mérite d'être pensé. Cela vient de nous être rappelé parallèlement aux interactions et aux dépendances, et en particulier lorsqu'on prône l'euthanasie, on confie à un tiers d'exécuter ce que l'on souhaite. Par conséquent, il s'agit d'une conception de l'autonomie qui donne également à penser. Alors, ces deux mouvements se développent à la fois, je l'ai dit, en parallèle et en opposition, et vous le savez, l'affrontement est mis en scène, y compris dans les médias. Il rebondit autour d'affaires emblématiques. Curieusement, c'est souvent le prénom Vincent qui revient, avec Vincent Humbert, plus récemment Vincent Lambert, qui défraie la chronique. De ce point de vue, ce que je trouve quelque peu surprenant, c'est cette présentation conflictuelle du débat, alors qu'il ne faudrait pas occulter les convergences entre ces deux mouvements. Certes, il y a quelques divergences, mais peut-être les convergences sont-elles plus essentielles encore. En effet, ces deux mouvements participent au retour de la mort dans le débat public. Là, c'est un point de convergence. Ces deux mouvements visent à assumer cette étape incontournable de l'existence, donc à tenir compte de toute la critique que j'évoquais tout à l'heure et à opérer une rupture avec le déni de la mort ou la tendance à marginaliser la mort. Par ailleurs, ces deux positions luttent toutes deux contre la douleur et visent toutes deux à assurer la qualité de la fin de vie, donnent donc l'importance prioritaire à la qualité de la fin de vie. Et puis, bien sûr, ces deux positions s'opposent à l'acharnement thérapeutique ou à l'obstination déraisonnable, autre terme que l'on utilise parfois à ce sujet. Fondamentalement aussi, ces deux options envisagent le patient comme le véritable sujet de sa fin de vie. Non pas seulement quelqu'un qui bénéficie de soins, mais comme quelqu'un qui doit rester sujet jusqu'au bout. Et pour cela, ces deux conceptions préconisent un accompagnement permettant
au sujet de réaliser ce qui est souvent appelé son projet de fin de vie grâce aux interactions avec ceux qui s'intéressent à sa situation, en particulier tous ces bénévoles qui permettent à la fin de vie de s'humaniser davantage, que ce soit dans un cadre de soins palliatifs ou même en Suisse, par exemple, dans un cadre de suicide assisté. Alors, il me semble que ces convergences ont tout de même permis des évolutions, à la fois dans les pratiques et des évolutions dans la législation. Avec la loi de 2002 sur les droits des malades et notamment le droit à refuser un traitement, avec ensuite la loi Leonetti, dont je voudrais rappeler qu'en 2005, elle a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Alors, vous le rappeliez tout à l'heure, j'avais été auditionné, tout comme d'autres ici, par la commission chargée de préparer la loi sous la direction de Jean Leonetti. Ce qui m'avait frappé, vous savez, quand vous arrivez à l'Assemblée nationale, et souvent c'est d'ailleurs la représentation que nous en avons dans ce qui nous est transmis, c'est un lieu où on s'oppose, où on ne se fait absolument pas de cadeaux, où les partis s'affrontent. Et lorsque j'y suis allé, ce jour-là, il y avait un débat en plénière très, très conflictuel. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer ? Et j'ai été surpris dans la commission qui réunissait des parlementaires, donc de tous les bords politiques, de voir qu'il y avait une qualité d'écoute, une qualité de dialogue qui rend aussi optimiste sur l'intérêt de traiter de ces questions du rapport à la mort. Cela permet souvent de faire prévaloir non pas seulement des oppositions stériles, mais des consensus et au moins une écoute réciproque. En tout cas, c'était le cas de ces travaux préparatoires à la loi de 2005. Et puis, vous savez que depuis, une nouvelle loi a été donc adoptée, la loi Claes-Leonetti de 2016, qui instaure un droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Alors, ce qui est intéressant, là, et c'est la jeune docteure qui a travaillé sur ce sujet que j'évoquais tout à l'heure, c'est de voir que cette loi ne résout pas tout, aucune loi ne résout tout. Elle pose en situation de soins palliatifs des cas particuliers avec des divergences et puis la recherche de convergence, la recherche de compromis, avec aussi la mise en œuvre non seulement de la sédation profonde et continue jusqu'au décès, mais d'autres formes de sédation, sédation progressive, sédation intermittente, qui rendent la question plus complexe qu'il n'y paraît parfois. Alors, dans cette loi, il y a donc, on ne résout pas tout, mais elle est extrêmement intéressante parce qu'elle montre ce que nous refusons et elle montre quelle est notre conception prévalente de la mort aujourd'hui. Ce que nous refusons, ce sont les affres de l'agonie. Ça, c'est très clair. Et ce qui est très clair aussi, c'est l'importance accordée à la sédation, ce qui signifie que notre idéal aujourd'hui de la mort, d'une certaine manière, renoue avec une conception antique, une conception dans laquelle Thanatos est frère de Hypnos. Donc la mort envisagée comme un sommeil et plus précisément comme un sommeil éternel. Je voudrais peut-être là maintenant rapidement et pour terminer évoquer cette émergence d'un militantisme de la mort qui prolonge les tendances que j'évoquais précédemment et qui les systématise en s'efforçant ou en cherchant à éviter les perturbations liées à la mort et en essayant de réduire la mort aux conséquences d'une décision. On le sait aujourd'hui, il y a une revendication d'un droit à la mort, lequel droit à la mort est d'ailleurs présenté comme l'ultime droit humain
qu'il resterait à conquérir, hein, depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et puis les autres droits obtenus depuis, resterait ce droit à la mort à conquérir et à imposer en obtenant l'aide active nécessaire pour l'assurer pour tous. Alors, ce débat, me semble-t-il, sera instruit de manière précise demain autour de Jacques Ricot, mais je voudrais peut-être en proposer un avant-goût en évoquant, alors là aussi, l'une ou l'autre figure emblématique des dissensions, de nos dissensions concernant le rapport à la mort. D'abord, la figure de Chantal Sébir. Certains d'entre vous vous rappelez peut-être de cette femme qui souffrait d'une tumeur incurable au visage, avec laquelle elle estimait ne plus pouvoir continuer à vivre. Et donc, Chantal Sébir a demandé à la justice et au président de la République le droit de mourir dans la dignité. Le tribunal de grande instance de Dijon a rejeté sa requête le 17 mars 2008. Le président de la République n'a pas non plus répondu favorablement. Résultat, elle se suicide 2 jours après. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi n'a-t-elle pas eu d'emblée recours au suicide, puisqu'elle savait parfaitement comment procéder. Il me semble que pour expliquer cette attitude, on peut d'abord faire valoir que, somme toute, avant de mourir, elle a sensibilisé à son sort de nombreuses personnes appartenant à des milieux médicaux, judiciaires, politiques, médiatiques. D'une certaine manière, elle les a associés à son décès, et nous retrouvons ici ce que le conférencier précédent disait sur la solitude des mourants et sur les manières de la restreindre. Je pense aussi, peut-être plus fondamentalement, que l'attitude de Chantal Sébir peut être comprise alors, à la lumière de ce que nous disait, je termine, un auteur que l'on peut considérer, tout à l'heure j'évoquais les fondateurs et les pionniers, peut-être y a-t-il aussi un précurseur dans cette réflexion sur la mort, et je voudrais évoquer très rapidement le sociologue Max Weber, qui réfléchit dans Le savant et le politique, dans un extrait du Savant et du politique, sur la mort à son époque, et qui fait une opposition entre la mort des patriarches, ces gens qui avaient vécu et qui pensaient avoir fait le tour de l'existence et qui donc étaient prêts à mourir, et puis la situation de l'homme contemporain. L'homme contemporain qui, lui, n'a jamais fait le tour des possibilités qu'offre l'existence, notamment parce que un progrès chasse toujours un autre progrès, et Weber nous dit l'homme contemporain peut se sentir las de la vie mais jamais rassasié, il n'en a jamais fait le tour. Et donc lorsque la mort survient, ce n'est pas après ce que l'on pourrait appeler une vie qui aurait été accomplie, pour reprendre un terme qui est souvent utilisé aujourd'hui. C'est simplement être obligé de quitter la scène trop tôt. Et Max Weber conclut: pour l'homme civilisé, la mort n'a pas de sens. Et il poursuit: et parce que la mort n'a pas de sens pour l'homme civilisé, la vie n'en a pas non plus. Parce qu'elle aussi est tout entière à la recherche d'un progrès qui chasse l'autre, d'un événement qui succède à l'autre. Un dernier exemple, un dernier cas qui peut contribuer à aller dans le même sens. Un jeune handicapé, Rémi Salva, qui, lui aussi, après s'être adressé au président de la République, etc., se suicide. Son avocate explique:
il a fait de son suicide un acte militant. Donc il y a là la recherche dans un certain nombre de cas d'associer la mort à un ultime combat, donc de retrouver un sens à la mort, de se donner la mort en l'envisageant comme un sacrifice. Et Edgar Morin nous a appris que le sacrifice, c'est une manière de rendre la mort fécondante. Je pense qu'il reviendra sur cette question demain. Je vous remercie de votre attention.